Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo sur la série de la main. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les regarder. Il y a une première vidéo théorique avec vraiment l'anatomie, ostéologie, myologie, etc. Aujourd'hui on va voir le top 5 des pathologies de la main et du poignet que je vois au cabinet. Je pense qu'on fera ça à chaque fois pour toutes les parties du corps. Comme ça il y a un intérêt à connaître les pathologies, les traitements, comment c'est pris en charge, etc. Et il y a aussi un intérêt à savoir ce qu'on peut retrouver le plus souvent au cabinet. Vous êtes encore plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors je vous invite à cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour savoir dès qu'une vidéo sort. Sachez que normalement toutes mes vidéos sont suivies d'une vidéo QCM pour vérifier si vous avez tout compris. J'espère que vous allez apprécier. Ici Carl Godet de la chaîne Anatomie pour vous expliquer simplement les mystères du corps humain. Numéro 5, la maladie de Dupuytren. Son origine est super mal connue, on ne sait pas s'il y a un peu de génétique, un peu de pathologie, un peu d'hygiène de vie. On ne sait pas. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il s'agit d'un épaississement de la paume qui évolue en venant fléchir un ou plusieurs doigts jusqu'à le ou les bloquer complètement en flexion. Heureusement c'est bénin, c'est même indolore, c'est juste que c'est super chiant et handicapant. La fréquence en France varie entre 3,5 et 11%, donc ça fait quand même pas mal de personnes. Il y a quand même une grosse prédisposition pour les hommes puisqu'il y a 3 à 5 hommes pour une femme. Les signes cliniques, déjà ça concerne plutôt à 80% le 4e et le 5e doigt. Et en fait on va surtout le remarquer sur la peau puisque ça va former comme des petits nodules, des petits bridges. En fait, en gros, on va avoir un petit bout de peau qui va se durcir à fond et qui, avec le temps, en fait, va venir se rétracter, ce qui va tirer le doigt, tirer le doigt, tirer le doigt, tirer le doigt, et jusqu'à arriver à un doigt hyper fléchi qu'on peut plus ramener en arrière vu que là, c'est plus élastique du tout, en fait. Dans la très très grande majorité des cas, ça se passe comme ça. Après, des fois, il y a des exceptions. Ça peut aller sur les pieds, c'est quand même super rare. Ça peut être derrière en dorsale, c'est quand même super rare. Mais voilà, à savoir. Le traitement, il y en a deux, un peu plus cool dans un premier temps et l'autre, c'est la chirurgie. Le premier traitement s'appelle l'aponeurotomie percutanée à l'aiguille. Ça se fait en consultation médicale simple, pas forcément besoin d'aller à l'hôpital. Petite anesthésie locale et avec une aiguille, on vient couper les petits bridges en fait de peau qui sont super durs pour venir relâcher la tension au niveau de la face palmaire. Possibilité de récidive et si jamais c'est un peu trop, on opère. Numéro 4, un petit peu dans le même registre, le doigt à ressaut. Déjà, c'est super fréquent. Ça se caractérise par des petites douleurs au niveau de la paume lorsqu'on fait des flexions et extensions des doigts dans un premier temps et un petit peu plus le matin au réveil. Ce sont surtout les femmes d'âge moyen chez qui on va davantage le retrouver, mais en vrai ça touche tout le monde, même les bébés. Pour le coup, bébé, jamais vu. D'ailleurs, le diabète est un facteur de risque. Pour expliquer le phénomène, c'est assez simple. Vous allez imaginer des petites poulies au niveau des articulations des doigts, de la main, et des fils qui sont les tendons des muscles qui vont passer à travers chaque poulie de chaque articulation. Donc là, quand je fais ce mouvement, les fils coulissent dans les poulies, tout va bien. C'est fluide. En revanche, si je viens mettre un petit obstacle au niveau d'une des poulies, ça va créer un petit blocage dans le coulissement du fil. Ça va venir lâcher et faire un petit ressaut. Donc, imaginons que là, il y a un blocage dans l'annulaire. Je vais venir le fléchir, ça bloque, tac. Et là, ça se débloque. Donc les fils, ce sont les tendons des muscles. Les poulies, ce sont les petits tissus conjonctifs qui forment les articulations. Et les obstacles dont j'ai parlé, ce sont des épaississements du tendon qui vont venir du coup mettre un petit à-coup dans la poulie et faire un ressaut au niveau du doigt. La plupart du temps, ça naît d'une inflammation qui a été mal traitée et qui, à force de s'inflammer, crée du tissu conjonctif, crée du tissu tendineux, à force, ça fait un petit épaississement et on se retrouve du coup avec un obstacle qui fait un blocage dans l'articulation et du coup un ressaut. Je vous décris à fond la clinique parce que c'est surtout ça qui prime pour le diagnostic. Sur les examens complémentaires, écho, IRM, etc., vous allez voir un épanchement, vous allez voir une inflammation, mais c'est pas hyper utile, c'est surtout la clinique qui va nous déterminer si oui ou non il y a un doigt à ressaut. 3 étapes pour le traitement, peut-être que l'arrêt de l'inflammation va faire en sorte que ça diminue l'épaississement, donc le doigt à ressaut. Infiltration, pour diminuer chimiquement l'inflammation, et si c'est trop, chirurgie comme d'hab. Troisième pathologie que je vois souvent au cabinet, c'est la fracture des métacarpes. On les connaît, les gros bourrins qui tapent dans les murs, dans les portes et du coup qui se cassent le 4e, le 5e méta. Alors évidemment, si vous recevez quelqu'un au cabinet qui a récemment tapé dans un mur, qui n'est pas allé aux urgences, que la main est un peu gonflée, qu'il a du mal à bouger, vous envoyez directement aux urgences, vous ne touchez pas. Il y a de grandes chances que ce soit cassé. Un des signes de fracture, c'est que lorsque vous serrez le poing, normalement vous avez tous vos doigts qui sont parallèles, et bien là vous allez avoir une rotation d'un doigt. Donc ça va être généralement ou le 4e ou le 5e. Parce que comme les métacarpes déterminent les axes, s'il est désaxé, vous allez avoir une petite rotation au niveau des doigts. Je vous mets quelques petites radios, c'est pas très beau à voir.
La plupart du temps, ça nécessite simplement la pose d'une attelle et si jamais vraiment la fracture elle est trop déplacée, ça peut aller jusqu'à l'opération. L'opération s'appelle une réduction. Elle n'est pas nécessaire en dessous de 35 degrés pour le 4e méta et 45 degrés pour le 5e méta. Au cabinet, je vois surtout des gens qui ont frappé dans un mur et qui ont fait l'opération ou pas, qui ont porté une attelle il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, et qui du coup se retrouvent avec des tensions au niveau des doigts, tensions au niveau du poignet, voire même parfois coudes, épaules, cervicales, etc. Donc c'est intéressant de venir traiter toute la chaîne pour venir détendre et remobiliser pour que le patient ait plus de confort. Deuxième pathologie un peu simple qu'on peut retrouver sur tout le corps, mais il y en a une un peu plus spécifique, c'est l'arthrose. Arthrose au niveau des doigts, arthrose au niveau du poignet. Celle que je retrouve le plus, c'est généralement la rhizarthrose, c'est-à-dire l'arthrose au niveau de la MCP du 1. Métacarpophalangienne du pouce. Ça se manifeste par des articulations gonflées, un peu rouges, un peu douloureuses, et plus il y en a, et plus les symptômes sont forts. Le meilleur examen, ça restera toujours la radiographie, mais des fois la clinique, elle est sans appel. Pour les traitements, lorsqu'on est en phase inflammatoire, il va y avoir du coup du repos, des anti-inflammatoires, et parfois même des injections de corticoïdes. Mais lorsque l'inflammation est un peu passée, on va faire en sorte surtout que le patient bouge, garde fonctionnelle la zone arthrosique, puisque le corps, lui, c'est une machine incroyable d'adaptation, donc plus vous allez lui demander de bouger, et plus lui, il va avoir besoin du cartilage, des tissus conjonctifs, donc faire en sorte que l'arthrose, elle évolue pas trop. Je vous rappelle que l'arthrose, c'est le cartilage qui devient de l'os, en gros. Ça veut dire plus trop de protection pour les articulations, donc de l'irritation, de l'inflammation, de la douleur. Moi, dans ce genre de cas, quand c'est vraiment en phase inflammatoire, j'y touche pas, je réoriente directement vers un médecin pour voir s'il y a un traitement anti-inflammatoire à faire. Et à la rigueur, je peux voir de temps en temps des patients qui vont avoir des douleurs dans les mains, dans les bras, à cause de l'arthrose, et faire en sorte de leur redonner un maximum de mobilité pour leur donner du confort et un maximum de conseils, parce qu'il y a l'hygiène de vie qui va avec. Le patient a une mauvaise hygiène alimentaire, qui ne bouge pas du tout, qui met pas son attelle, qui prend pas ses anti-inflammatoires, il va pas dans la bonne direction. Donc on redonne de la mobilité et on recadre le patient en termes de conseils. Et enfin, la première pathologie, là où pour moi on a le plus d'effets en tant qu'ostéopathe, thérapeute manuel, etc. C'est aussi la pathologie que les médecins m'envoient le plus, c'est le syndrome du canal carpien. Alors, l'origine du canal carpien, c'est une compression du nerf médian. L'origine peut être diverse, mais la finalité, c'est que le nerf médian est compressé. Il peut y avoir une arthrose, un œdème, un kyste, un épaississement de tendon. Il peut y avoir vraiment plein de facteurs différents. C'est une pathologie qui est hyper fréquente, qu'on retrouve dans toute la population, légèrement plus chez les femmes enceintes et les femmes d'un âge moyen. Et évidemment chez tous les travailleurs manuels avec des gestes répétitifs. Alors les symptômes sont assez clairs, on va retrouver des troubles sensitifs légers, puis un peu plus intenses, voire parfois des troubles moteurs. Le nerf médian, lui, il va innerver surtout pouce index majeur, et parfois ça peut même remonter dans l'avant-bras et dans le coude. Fourmillement, sensation d'engourdissement, parfois même douleur. Ça se manifeste surtout en deuxième partie de nuit, et le simple fait de bouger un peu, de s'étirer, ça va venir diminuer, voire faire disparaître les symptômes, suivant bien sûr l'origine de la compression du nerf. Quand c'est hyper intense, on va avoir même des troubles de l'appréhension des petits objets, voire même de la reconnaissance des petits objets. Moi, quand j'ai quelqu'un qui présente ce genre de symptômes au cabinet, je demande toujours s'il y a eu des examens complémentaires avant. Pourquoi? Parce qu'il faut tout de suite déterminer d'où viennent ces sensations. Donc évaluer cervical, radio, IRM, scanner, suivant les antécédents du patient. Et pour ce qui est du poignet, IRM, EMG à la rigueur. EMG, c'est un électromyogramme, ça va venir évaluer l'intensité électrique de chaque muscle. Donc on va pouvoir déterminer exactement quel muscle, donc quel nerf, ce qui pourra fortement nous aiguiller sur la localité du problème. Pour le diagnostiquer au cabinet, on va commencer par une palpation simple, où on va venir palper au niveau de la face palmaire du poignet, mettre des petites compressions, étirer, faire des percussions, tout en demandant comment le patient se sent. Le test le plus connu que je fais souvent au cabinet, c'est le test de Fallen avec les mains face dorsale contre, les poignets le plus haut possible, les coudes le plus bas possible, et on tient 30 secondes, 1 minute, et on demande comment le patient se sent au niveau des sensations. Si jamais rapidement le patient sent des petites paresthésies, c'est-à-dire des sensations électriques au niveau pouce index majeur, à ce moment-là, ça nous donne un argument pour le canal carpien. Généralement, s'il n'y a pas eu de diagnostic avant, je demanderai toujours une visite chez le médecin et sûrement un examen complémentaire. Pour ce qui est de le traiter, des fois, c'est simplement une petite tension, donc au niveau kiné,
ostéo, on arrive quand même à sacrément soulager le patient. Quand c'est un peu plus intense, des fois les médecins vont préconiser une attelle, des anti-inflammatoires, voire parfois une injection de corticoïdes au niveau du poignet pour venir désinflammer, du coup réduire la compression au niveau du nerf médian. Si jamais les signes réapparaissent, c'est de façon trop handicapante pour le patient, parce que c'est surtout ça qui va faire tilt au chirurgien, à quel point votre symptôme est handicapant pour votre vie quotidienne. Il ne vous opérera que si c'est vraiment invivable. Et si c'est le cas, il vous opère avec deux manières, une à ciel ouvert où ils vous font une petite incision et ils vont venir opérer directement à vue, quoi, ou alors par endoscopie. Mais généralement, ça se fait plus à ciel ouvert, puisque par endoscopie, si le poignet est trop petit, trop raide, c'est trop compliqué pour le chirurgien. Voilà, vous avez eu le top 5 des pathologies que je retrouve le plus au cabinet concernant la main et le poignet. Si jamais vous avez des questions concernant ces pathologies ou alors ma prise en charge par rapport à ces pathos, je vous laisse mettre votre question en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!